Il est 6h30 ici à Paris. Bonjour à tous, bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres de ce lundi 27 novembre. Le premier déplacement d'un pape en Birmanie, François a quitté Rome. Il sera à Rangoon dans quelques heures sur fond de crise des Rohingyas. L'armée birmane est soupçonnée de nettoyage ethnique vis-à-vis de cette minorité musulmane. Le souverain pontife va devoir peser chacun de ses mots. C'est ce que nous dira dans un instant Clovis Casali. Le parti islamiste qui voulait paralyser le Pakistan appelle ses partisans à rentrer chez eux. Le ministre de la Justice a fini par céder. Il a démissionné. Il était accusé de blasphème par ces fondamentalistes. 8 hommes et un saladier. On reviendra aussi dans ce journal sur la victoire de l'équipe de France en Coupe Davis. Vous entendrez l'homme du jour, Lucas Pouille, qui a donné le point de la victoire aux Bleus. C'est un voyage à la fois inédit et délicat qui attend le pape François en Birmanie. Il atterrira à Rangoon vers 9h heure de Paris. Le souverain pontife n'est pas en terrain conquis dans ce pays majoritairement bouddhiste, d'autant qu'il veut aborder la question des Rohingyas, ces musulmans persécutés par l'armée birmane. On vous retrouve à Bangkok, Clovis Casali, vous êtes notre correspondant dans la région. Vous connaissez extrêmement bien la Birmanie. Le moindre des mots que s'apprête à prononcer le pape François va être écouté très attentivement. Absolument, c'est certainement son voyage le plus délicat sur le plan politique depuis qu'il est pape. Le pape François, le souverain pontife, qui a toujours fait des plus pauvres et des réfugiés, eh bien, son cheval de bataille, il s'est toujours posé comme le défenseur de ces populations et il n'avait pas hésité à prendre parti pour la minorité musulmane persécutée en Birmanie. Rappelez-vous le pape François qui dénonçait la persécution de nos frères Rohingyas. Et pour les Birmans, ces propos sont tout simplement inacceptables, car la très grande majorité des Birmans considèrent que les Rohingyas eh bien, sont des immigrés illégaux venus du Bangladesh, qu'ils n'ont pas leur place en Birmanie. Donc le pape François n'arrive pas en terrain conquis durant cette visite. Il a été prévenu, il a été briefé par ses équipes qu'il devait faire très attention, que le contexte était explosif et que ces propos pouvaient être instrumentalisés par les bouddhistes nationalistes extrémistes, que des propos mentionnant le mot Rohingya eh bien, pourraient être instrumentalisés par ces populations. Et le cardinal Bo de Rangoon lui a demandé de faire très attention. La communauté catholique est divisée. Doit-il utiliser ce mot Rohingya ou doit-il faire attention? Ils ont peur que ce soit contre-productif, que ça ait des répercussions. Le souverain pontife, en tout cas, a prévenu qu'il arrivait avec un message de paix, de tolérance et de réconciliation entre les communautés en Birmanie, un pays majoritairement bouddhiste. Il y aura cette grande messe à Rangoon avec donc cette communauté effectivement chrétienne birmane qui est petite, et demain le souverain pontife va rencontrer Aung San Suu Kyi. Le souverain pontife avait un programme très chargé et il a décidé de l'étoffer. Alors oui, il va rencontrer Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix, la dirigeante de facto de la Birmanie. Ça se produira à Naypyidaw, une rencontre au sommet. Et il y a aussi un événement qui a été rajouté à la dernière minute, un entretien avec le général Min Aung Hlaing. C'est le chef de l'armée. C'est un homme accusé par de nombreuses personnes dans la communauté internationale d'être celui qui a orchestré cette répression féroce dans l'état d'Arakan contre des centaines de milliers de civils Rohingyas. Il est accusé tout simplement d'avoir orchestré une campagne d'épuration ethnique selon les États-Unis et les Nations Unies. Le souverain pontife va avoir l'occasion de lui donner son point de vue, aussi d'écouter ce que le général Min Aung Hlaing a à lui dire. Cet entretien aura lieu juste avant le départ du souverain pontife pour le Bangladesh, où il devrait rencontrer des réfugiés Rohingyas. Un programme très chargé pour le pape qui arrive donc avec un message de réconciliation dans un pays, la Birmanie, où les chrétiens représentent à peine 6% de la population et les catholiques 1%.
Clovis Casali à Bangkok. Merci beaucoup Clovis. Et on va voir Clovis, le reportage que vous avez tourné avec Charles Dupoisa. Vous avez rencontré, Clovis Casali a rencontré en Thaïlande une cousine du pape François. Elle est sœur. Elle a parlé à Clovis donc, et à Charles Dupoisa de ses souvenirs de jeunesse avec le souverain pontife. Voyez leur reportage. Sœur Anna Rosa s'occupe d'enfants thaïlandais depuis 52 ans. Cette missionnaire catholique peut compter sur l'aide du pape en personne, qui n'est autre que son cousin et dont elle est restée proche. Je lui écris, il me répond, et quand il n'a pas le temps, il nous envoie des livres, des provisions pour les sœurs et les gens ici. Baptisée dans la même paroisse que le pape François en Argentine, elle raconte avec pudeur leur enfance. C'était un bon garçon, une belle personne, très sérieux. Il ne parlait pas beaucoup, il était timide, un peu timide. Ici, 9 écolières sur 10 sont bouddhistes, mais toutes prient 2 fois par jour dans la chapelle. Sœur Anna Rosa leur a parlé de la venue du souverain pontife en Birmanie en pleine crise des Rohingyas. Lui qui a souvent appelé à la défense de cette minorité musulmane opprimée. Selon la mère supérieure, il abordera la question malgré les mises en garde des catholiques sur place. Il dit toujours ce qu'il a à dire, sans avoir peur de ce que les gens diront. Le pape est prêt à parler des Rohingyas, peut-être pas directement en public, mais il dira qu'il faut faire preuve d'humanité parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, d'enfants qui souffrent. Ils n'ont nulle part où vivre. Dans les diocèses de Thaïlande, ils sont nombreux à se rendre en Birmanie pour assister à la messe du pape. Sœur Anna Rosa restera ici s'occuper des enfants. Elle a déjà prévu de retourner bientôt au Vatican pour voir son cousin. Au Pakistan, le ministre de la Justice a fini par démissionner. Il a cédé face aux fondamentalistes religieux qu'il accuse de blasphème. Des activistes islamistes qui avaient décidé de paralyser le pays au point que l'armée a dû être déployée. Les violences ont fait plusieurs morts. La correspondance de Constantin Simon à New Delhi dans la région. C'est ce qu'on peut dire. Tout s'est finalement cristallisé ce week-end. Samedi, la police a voulu intervenir pour déloger les manifestants qui, donc, depuis près de 3 semaines, occupaient un pont autoroutier qui menait à la capitale pakistanaise, Islamabad. Ils paralysaient finalement les déplacements au sein de la capitale. Les policiers ont voulu en finir et humiliation, ils n'ont pas réussi à déloger les manifestants islamistes. Ça a été donc évidemment, ça a créé encore plus de chaos et résultat, ça a ouvert la voie à des négociations hier dimanche entre les islamistes et les autorités. Les islamistes voulaient la démission du ministre de la Justice, donc accusé de blasphème, et ils l'ont obtenu. La presse pakistanaise a été très critique envers les autorités et le gouvernement dans cette gestion de la crise. L'armée a intervenu, mais de manière plutôt discrète finalement, en hésitant un petit peu à intervenir. Il faut rappeler le contexte un peu particulier. Le gouvernement actuel est un gouvernement de remplacement depuis la chute de Nawaz Sharif, donc Premier ministre accusé de corruption. Et il y aura des élections en 2018, des élections nationales, donc certainement des volontés de déstabiliser le gouvernement actuel. Pour cette L'actualité internationale de ce lundi, c'est aussi cette lueur d'espoir pour les civils au Yémen. Ce week-end, pour la première fois depuis 3 semaines, de l'aide humanitaire a pu enfin entrer dans le pays. L'Arabie saoudite a levé partiellement le blocus et mis en place contre les rebelles houthis. Selon l'UNICEF, 2 millions d'enfants souffrent de malnutrition au Yémen. 11 jours après la disparition du San Juan, les opérations de recherche se poursuivent en Argentine. 13 pays participent dans une zone de 500 000 km², presque la taille de la France. Officiellement, la marine veut encore y croire, même si les chances de retrouver l'équipage en vie sont infimes. Une explosion a sans doute eu lieu dans le submersible. On votait au Honduras hier où le président sortant Juan Orlando Hernández affirme qu'il a remporté l'élection. Hernández a brigué ce mandat à la faveur d'un arrêt de la Cour suprême. En tornant mal la Constitution, interdit à un président d'être réélu.
L'opposition a fait savoir avant même la publication des résultats qu'elle ne les reconnaîtrait pas. Élection importante aussi hier au Népal. Les Népalais du Nord sont allés voter pour renouveler leur assemblée nationale et provinciale. Ceux du Sud le feront dans quelques semaines. Le scrutin doit permettre au pays de tourner définitivement la page de la guerre civile et de l'instabilité politique. David Gilbert. Les urnes sont sous bonne garde. 2 ans après l'instauration d'une nouvelle constitution instituant un État fédéral, les souvenirs des violences sont encore dans les têtes de tous les Népalais. Des affrontements faisant quelques dizaines de blessés ont encore eu lieu en amont des élections, pour la plupart imputés à une faction dissidente du parti maoïste. Mais les Népalais sont nombreux à se presser dans les bureaux de vote pour participer au renforcement de la démocratie. Notre souhait est un gouvernement stable, qui travaille pour la paix, la sécurité et le développement dans le pays. Des objectifs encore loin d'être atteints. Depuis la fin de la guerre civile entre le pouvoir central et l'insurrection maoïste, il y a 11 ans, le pays a connu 10 changements de Premier ministre. Peu importe qui gagne, il devrait être au gouvernement pendant la totalité du mandat de 5 ans. Le gouvernement change tous les 9 mois et ne fait aucun travail. Au lieu de ça, ils se battent pour le pouvoir. On espère que cela va changer. Les maoïstes, alliés au Parti communiste, sont les favoris du scrutin devant la formation centriste actuellement au pouvoir. Seule la moitié nord du pays votait ce dimanche. L'autre partie votera le 7 décembre. Ces images terrifiantes et fascinantes à présent de Bali. L'île indonésienne est en alerte maximale. Le volcan Agung s'est réveillé. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées. Kevin Battista. Du haut de ses 3000 mètres, le volcan Agung gronde. Pour la 2e fois cette semaine, une épaisse fumée constituée de vapeur et de cendres jaillit de ses entrailles. Depuis son réveil en septembre dernier, les volcanologues indonésiens sont en alerte. Le volcan Agung est entré dans une phase où le magma peut exploser, même si pour le moment il ne crache que des cendres. On le surveille avec attention parce qu'une éruption est possible. À l'aéroport international de Denpasar, centre du tourisme indonésien, des dizaines de vols étaient annulés aujourd'hui. Un trafic aérien perturbé et près de 2000 passagers concernés, pour beaucoup des touristes australiens. C'est sûr, c'est ennuyeux, mais il n'y a pas grand-chose à faire, c'est une catastrophe naturelle. On était censé être au travail demain matin, alors on envoie tous des messages à nos femmes et à nos patrons pour leur dire qu'on va être un peu en retard, qu'on est bloqué à Bali, ce qui n'est pas si horrible. Depuis mardi, les autorités ont demandé à la population habitant dans un rayon de 7,5 km autour du volcan de se mettre à l'abri. Environ 25 000 personnes ont dû ainsi fuir leur domicile. 120 volcans sont en activité en Indonésie. La dernière éruption du mont Agung en 1963 avait causé la mort de près de 1600 personnes. Voilà, et ce périmètre a été élargi à un rayon de 10 km autour du volcan. Il est 6h43 ici à Paris. Je vous rappelle les principaux titres de ce lundi. Le premier déplacement d'abord d'un pape en Birmanie. François atterrira à Rangoon dans quelques heures sur fond de crise des Rohingyas. L'armée birmane est soupçonnée de nettoyage ethnique vis-à-vis de cette communauté musulmane. Le souverain pontife va devoir peser chacun de ces mots dans les jours à venir. Au Pakistan, le parti islamiste qui voulait paralyser le pays appelle ses partisans à rentrer chez eux. Le ministre de la Justice a fini par céder et démissionner. Il était accusé de blasphème par les fondamentalistes religieux.